La fillette de 6 ans laissa tomber une tasse par accident. Son petit pied fut écorché par les débris. Pourtant, sa belle-mère la réprimanda durement et la força à coller son visage contre le rideau. Alors qu'elle sanglotait, personne ne vint à son aide jusqu'à ce que son père millionnaire revienne inopinément à la maison après un voyage d'affaires. Il entra et hurla une phrase qui laissa toute la maison dans un silence complet. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, commençons l'histoire. L'après-midi au manoir d'Oak Ridge était si silencieuse qu'on pouvait entendre le vent s'engouffrer par les fenêtres vitrées. À l'intérieur du salon lustré, se reflétaient les pas hésitants d'une petite fille. C'était Sophia Miller, une enfant de 6 ans vêtue d'une simple robe rose pâle. Ses yeux clairs portaient toujours une ombre de nostalgie. La mère de Sophia était décédée d'une maladie quand elle n'avait que 2 ans, et son souvenir n'existait qu'en de faibles fragments. Depuis, le plus grand désir du cœur de Sophia avait été d'avoir une mère, de la serrer dans ses bras, d'entendre des mots d'éloge doux. Son père, Jonathan Miller, était un homme d'affaires prospère, constamment en déplacement. 5 mois plus tôt, il avait épousé Victoria Blake, une jeune femme qui avait autrefois travaillé comme réceptionniste dans son entreprise. Le jour du mariage, Victoria affichait un air doux, souriant toujours à Sophia, lui tapotant même doucement la tête et l'appelant « ma douce petite fille ». Innocemment, Sophia crut que c'était l'amour qu'elle avait toujours souhaité. Mais quand Jonathan n'était pas là, cette douceur s'évanouissait. Victoria révéla peu à peu sa nature amère et froide, voyant Sophia comme un fardeau, comme l'ombre de la défunte épouse qu'elle voulait effacer. Cet après-midi-là, Sophia essaya de faire quelque chose de très simple, laver un verre et l'apporter dans le salon. Elle croyait que si elle se comportait bien et travaillait dur, peut-être que sa belle-mère serait contente. Ses petites mains étaient encore humides et le verre lui échappa. Dans une brève perte de contrôle, le son aigu de l'éclatement remplit la pièce. Des éclats de verre se dispersèrent sur le carrelage. Un tesson coupa le pied de Sophia, et une fine ligne rouge se répandit sur la blessure. Sophia paniqua, tomba à genoux, agrippant son pied, les larmes aux yeux. Sa voix tremblait alors qu'elle murmurait « Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès ». Le claquement des talons résonna sur le sol avec une précision glaciale. Victoria apparut sur l'escalier, sa robe rouge moulante accentuait son air hautain, mais ses yeux brûlaient de fureur. Le visage, soigneusement maquillé, était maintenant tordu de colère. Sa voix perçante résonna dans la pièce. « Cette maison n'est pas un endroit pour une petite maladroite comme toi. Regarde ce que tu as fait, Sophia, tu ne sers à rien. » Sursautée, Sophia serra son pied plus fort, se mordant la lèvre pour ne pas sangloter. Elle essaya toujours de supplier, sa voix faible, « S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ramasserai tout, je nettoierai tout, je le promets. » Victoria s'approcha, sans jamais jeter un coup d'œil au sang sur la jambe de l'enfant. Elle pointa directement Sophia, sa voix perçante, « Désolé ? Est-ce que dire désolé rend la tasse entière à nouveau ? Fille inutile, toujours maladroite, toujours à me faire honte. Je t'ai dit de bien te comporter, mais tu continues à faire des bêtises et ensuite tu fais semblant de pleurer pour que ton père ait pitié de toi. Enfant pitoyable. » Sophia trembla, les larmes coulant sur ses joues. Elle se releva en chancelant, chaque petit pas traînait sur le carrelage froid, laissant une traînée rouge derrière elle. Le lourd rideau bloquait la lumière, et dans son ombre, elle se pressa, ses épaules secouées violemment. Ses sanglots se transformèrent en halètements, mêlés de peur et de désespoir. Dans son petit cœur, Sophia n'arrêtait pas de se dire « Si j'étais meilleure, si je n'avais pas cassé la tasse, peut-être que maman m'aimerait. » Sophia secoua rapidement la tête, une larme coulant sur sa joue, alors qu'elle murmurait d'une toute petite voix « Je ne veux pas que papa soit fâché. Je veux juste que tu sois heureuse, maman. » Victoria croisa les bras, ses lèvres se recourbant en un sourire froid, ses yeux fixés sur le petit dos tremblant. Sa voix siffla de nouveau « Heureuse ? Tu penses qu'en ayant l'air comme ça, tu peux me conquérir ? Ne rêve pas, une fille comme toi sera toujours un fardeau. Lève-toi, fais face au mur maintenant. » La petite main s'éloigna de sa blessure, tremblante. Sophia se releva en chancelant. La petite coupure rendait chaque pas douloureux, chacun laissant une marque humide et maculée sur le sol. Elle marcha lentement vers l'épais rideau du salon, y pressant son visage, ses épaules secouées par des sanglots. Sa voix brisée se mêlait à ses pleurs, « S'il te plaît, ne me punis pas aujourd'hui, mon pied me fait tellement mal,
s'il te plaît, maman. C'est alors que le bruit de la porte d'entrée résonna dans la maison. Des pas lourds et réguliers d'un homme se firent entendre dans le couloir. Une voix familière, lasse mais chaleureuse, appela « Sophia, es-tu à la maison ?» Jonathan Miller venait de rentrer d'un long voyage d'affaires. Il était vêtu d'un costume sombre, tenant fermement un ours en peluche blanc tout neuf. C'était le cadeau qu'il avait choisi à l'aéroport, espérant compenser les jours d'absence. Alors qu'il entrait dans le salon, la scène devant lui le figea. Sa fille, petite et tremblante, se tenait le visage pressé contre le rideau, son pied couvert de griffures. Devant elle, Victoria, dans une robe rouge moulante, la pointait du doigt, son visage déformé par la rage, ses mots de réprimande encore suspendus dans l'air. Jonathan resta figé quelques secondes. L'ours en peluche blanc glissa de sa main, roula sur la chaise, comme si le choc l'avait lui-même fait tomber. Son cœur battait la chamade, tiraillé entre la colère et l'angoisse. À cet instant, il comprit que tout ce en quoi il avait essayé de croire jusque-là s'était effondré. Sans réfléchir un instant, Jonathan se précipita et tira Sophia loin du rideau. Sa petite main était glaciale, tremblante. Il se pencha et vit ses pieds couverts de griffures, chaque pas laissant une marque humide sur le sol. Jonathan inspira brusquement, sa voix basse mais autoritaire, « Victoria, arrête immédiatement. » Le son coupa l'air comme une lame. Victoria tressaillit et se retourna. Pour la première fois depuis des mois, elle ne parvint pas à masquer la fureur tordue sur son visage. Ses yeux se posèrent sur Jonathan, puis se stabilisèrent rapidement, alors qu'elle forçait son expression à retrouver son calme. « Quand es-tu rentré ?» Sa voix était raide au début, puis se mua en une fausse douceur. C'est elle qui était négligente. Elle doit apprendre à obéir. Si tu continues à la gâter, elle ne grandira jamais. Sophia laissa échapper un sanglot étouffé et s'accrocha à la poitrine de son père. Les larmes coulaient sur son visage, sa voix se brisant en fragments alors qu'elle murmurait, comme terrifiée de le mettre encore plus en colère, « Papa, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû casser la tasse. Je te promets que je serai meilleur. Juste s'il te plaît, ne laisse plus maman me détester. » Jonathan serra sa fille fort, sa main pressant doucement sa petite épaule, comme pour la protéger du monde entier. Ses yeux se fixèrent sur Victoria, chaque mot frappant avec un poids lourd, « Tu appelles ça enseigner? La laisser souffrir comme ça? Elle n'a que 6 ans, Victoria. » Victoria laissa échapper un rire amer, son ton dégoulinant de ressentiment. « Tu prends toujours son parti. C'est moi qui vis avec elle tous les jours. C'est moi qui gère quand elle renverse des choses, fait des dégâts. Qu'y a-t-il de mal à ce que je la discipline? Et moi, Jonathan, je suis ta femme. Est-ce que je vaux moins qu'une enfant? » Les sourcils de Jonathan se froncèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant brusquement. À ce moment, les souvenirs affluèrent. Sa femme décédée quand Sophia n'avait que 2 ans, laissant un vide sans fin. Il avait cru que se remarier donnerait à sa fille quelqu'un sur qui s'appuyer, rendrait la maison moins froide. Mais maintenant, il voyait qu'il avait fait une terrible erreur. Les mots de Victoria transpercèrent le cœur de Jonathan comme une lame. Il serra sa fille plus fort, son visage s'assombrissant. La rage éclata, sa voix tonnant dans le salon, « Tais-toi, Victoria. Tu n'as jamais été sa mère. » Sa mère ne l'aurait jamais puni juste pour avoir cassé une tasse et ignoré sa blessure. Cette voix glaça toute la pièce. Victoria resta immobile quelques secondes, les yeux écarquillés, puis son regard se transforma rapidement en une expression de haine. Sophia trembla, peut-être pour la première fois depuis des années, sentant les bras de son père comme un solide mur de protection. Le manoir autrefois silencieux n'échoua plus que des respirations lourdes de Jonathan, des sanglots étouffés de Sophia, et des yeux de Victoria inondés d'une fureur incontrôlable. Victoria serra les lèvres, sa main se referma en un point, et dans son regard brilla une lumière froide et perçante, signe d'une autre tempête sur le point d'éclater. Jonathan ferma la porte du bureau, ses bras serrant toujours Sophia. Il la posa sur le canapé et pressa un linge propre doucement contre la griffure. Son corps trembla, et sa voix profonde et rauque sortit comme une promesse, « Papa est là maintenant. Personne ne te fera plus de mal. » Sophia pressa son visage contre l'épaule de son père, ses petites respirations tremblantes à chaque battement. Pour la première fois, elle sentit clairement sa protection. Pourtant, dans ses yeux larmoyants, une autre peur la rongeait encore. Sa voix était faible,
les mots brisés par un sanglot. « Papa, que puis-je faire pour que belle-maman ne me déteste plus? Pourquoi plus j'essaie, plus elle me repousse ?» Jonathan se figea, sa poitrine se serra, ses yeux se remplirent de larmes, ne sachant comment répondre. Sa grande main serra doucement sa petite épaule, seul un soupir lourd brisant le silence. Il sortit son téléphone et composa un numéro familier. « Henri, viens tout de suite. Sophia est blessée. » Environ 15 minutes plus tard, le docteur Henry Walker arriva. C'était un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, proche de la famille Miller depuis de nombreuses années. Portant une petite mallette médicale, ses yeux se remplirent d'inquiétude quand il vit Sophia rentrer sa jambe, la griffure rouge marquant sa peau. « Ce n'est pas grave, juste une coupure superficielle, mais elle a besoin de repos et, plus important encore, d'un soutien émotionnel. » Jonathan hocha la tête, son regard passant de sa fille au couloir. La silhouette de Victoria apparut, appuyée contre le mur, les bras croisés. Son visage était froid, ses yeux brillants de colère. Jonathan sortit, fermant la porte derrière lui pour laisser Henri travailler. Il se tint face à Victoria, sa voix baissée mais chargée d'autorité. « Elle est ma dernière limite. Tu as déjà dépassé les bornes. » Victoria retroussa les lèvres en un sourire amer. « Limite? Je ne fais que l'éduquer. Tu défends toujours cette fille, tu la places toujours au-dessus de moi. Tu devrais me remercier de la corriger, au lieu de me traiter comme l'ennemi. » Jonathan la regarda droit dans les yeux, sa voix baissant, chaque mot lourd. « Ce n'est pas de l'enseignement, c'est de la cruauté. » Victoria éclata de rire, le son creux résonnant dans le couloir. « Cruauté? Non, Jonathan. Tu as juste peur de perdre ta petite poupée que tu utilisais pour compenser ta défunte femme. Tu ne l'aimes pas vraiment, tu essaies seulement d'apaiser ta propre culpabilité. » Jonathan serra les poings, les veines ressortant sur le dos de sa main. Dans ses yeux, la colère montait comme une vague. Il ne voyait plus une épouse devant lui, seulement une étrangère remplie de malice. Il retourna dans la pièce. Sophia se faisait panser la blessure par Henri, les yeux humides de larmes, bien qu'elle essaya d'étouffer ses sanglots. Jonathan déglutit difficilement, sa main se serrant, sa voix sonnant avec finalité. « Demain, je mettrai fin à ce mariage avec toi. Je ne laisserai pas ma fille vivre avec toi une seconde de plus. Nous allons divorcer et tu quitteras cette maison. Ne réapparais plus devant elle. » Le lendemain matin, le bureau de Jonathan était lourd de silence. Sur le bureau en bois, les papiers du divorce étaient déjà étalés. Jonathan s'assit en face de Victoria, stylo en main. Il ne parla pas beaucoup, se contentant de regarder droit dans les yeux de la femme qui avait partagé sa vie pendant les 5 derniers mois. Victoria croisa les bras, son visage dépourvu d'émotion, pourtant au coin de ses lèvres persistait un léger sourire, plein de défis. Jonathan finit de signer et lui poussa les papiers. Victoria écrivit lentement son nom, puis posa le stylo. Son regard froid glissa au-delà de lui vers Sophia, qui était assise tranquillement sur la chaise à côté de son père. Avant de quitter la maison, Victoria se pencha, sa voix basse mais sifflante de venin. « Tu pensais m'avoir échappé, Jonathan? Tu verras, on ne se débarrasse pas de moi si facilement. Toi et cette petite fille, vous paierez pour ça. » La porte claqua, laissant derrière elle un vide glacial. Jonathan serra doucement l'épaule de Sophia, mais même lui sentit une inquiétude se répandre en lui. Cet après-midi-là, alors que le soleil s'était adouci, on frappa à la porte. Jonathan ouvrit et vit Eleanor Brox, la femme qui vivait à côté. Elle avait environ 55 ans, mince, ses cheveux gris tirés en arrière, une petite boîte de biscuits fraîchement cuits dans les mains. Eleanor était une voisine de longue date, généralement douce, s'immisçant rarement dans les affaires des autres. Mais aujourd'hui, ses yeux portaient une résolution inhabituelle. « Bon après-midi, monsieur Miller. J'ai apporté des biscuits pour Sophia. » Sa voix était douce mais rauque, comme si cela lui avait demandé tout son courage pour parler. Jonathan l'invita à entrer. Dans le salon, Sophia était recroquevillée sur le canapé, serrant fermement un ours en peluche blanc dans ses bras. La voir ainsi serra la gorge d'Eleanor, ses yeux brillants. Elle marcha lentement vers l'enfant et posa la boîte de biscuits sur la table. « Sophia, j'ai apporté des biscuits. Voudrais-tu en goûter un ?» Sa voix trembla, bien qu'elle essaya de garder un doux sourire. Sophia leva les yeux, ses yeux clairs remplis de prudence.
Elle secoua la tête et serra l'ours en peluche plus fort, comme si elle craignait que si elle le lâchait, le seul sentiment de sécurité qu'elle avait disparaîtrait. Eleanor se tourna vers Jonathan, baissa la voix presque jusqu'à un murmure, « Monsieur Miller, je dois être honnête. J'ai vu de nombreuses fois Victoria crier sur la petite fille. Une fois, elle l'a même forcée à s'agenouiller dehors dans le froid. J'ai pensé le signaler aux autorités, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de preuves. Je suis désolé d'être resté silencieux si longtemps. » Jonathan se figea, une piqûre lui montant au nez. Son visage s'affaissa sous le poids de la culpabilité, réalisant qu'il avait laissé sa fille endurer une solitude et des souffrances bien plus grandes qu'il n'aurait jamais imaginées. Sophia l'entendit, ses petites épaules tremblantes. Elle leva la tête, une faible lueur d'espoir vacillant dans ses yeux. Bien qu'encore hésitante, sa voix sortit aussi douce qu'un souffle, « Tati, est-ce vrai que tu m'as vue être méchante? C'est pour ça que maman me déteste ?» Eleanor s'arrêta net, les larmes aux yeux. Elle s'assit à côté de Sophia, prit la petite main de l'enfant dans ses paumes frêles et parla d'une voix tremblante mais ferme, « Non, ma chérie, tu es une très bonne fille. Celle qui a tort, ce n'est pas toi, c'est l'adulte qui t'a traité injustement. Tu dois te souvenir, tu mérites d'être aimée. » Sophia la regarda, les lèvres tremblantes, les yeux brillants de larmes. Elle serra l'ours en peluche contre sa poitrine, et pour la première fois depuis de nombreux jours, laissa apparaître un petit sourire, incertain mais réel. Jonathan était assis en face d'elle, observant tranquillement. Il fit un léger signe de tête à Eleanor, la remerciant de ses yeux. Puis il baissa la voix et admit la peur qui le rongeait, « Merci, mais j'ai peur que Victoria n'ait pas encore abandonné. » Eleanor resta silencieuse un instant, puis hocha lentement la tête. Dans ses yeux, brilla une trace de peur, comme si elle sentait que d'une manière ou d'une autre, Victoria trouverait le moyen de revenir. Cet après-midi-là, alors que le manoir d'Oak Ridge était de nouveau silencieux après le départ discret de Victoria, elle ne retourna pas dans son ancienne maison, mais loua un petit appartement dans un quartier miteux à la périphérie de la ville. Dans la pièce étroite, une lumière jaune et faible projetait des ombres sur son visage froid. Elle portait un long manteau noir, assise droite, et ses yeux exprimaient à la fois fureur et calcul. La porte grinça, un homme grand avec une barbe hirsute et une chemise froissée entra. C'était Richard Hale, 40 ans, quelqu'un que Victoria avait autrefois connu à cause d'une dette de jeu. Il laissa échapper un rire moqueur, sa voix rauque et éraillée, déjà à court d'argent, « Riche dame. Tu n'as pas l'air différente de quelqu'un jeté à la rue. » Victoria serra les dents, forçant un sourire, bien que la haine dans ses yeux fût claire. « Tu penses que je vais perdre ?» Jonathan sera mis à genoux si Sophia disparaît de ses mains. Richard haussa les sourcils, ricanant comme s'il venait d'entendre une blague de mauvais goût. Il tira une chaise, s'y laissa tomber lourdement et s'adossa. « Tu oses toucher à la fille? Je croyais que tout ce que tu savais faire, c'était parader dans ce manoir. » Avant que Victoria ne puisse répondre, on frappa à la porte. Une femme entra, ses cheveux bruns ondulés cascadant sur ses épaules, les lèvres peintes d'un rouge audacieux, son regard perçant, bien que sa voix dégoulinât de douceur. C'était Melissa Grant, 35 ans, une femme avec un passé lié à de multiples stratagèmes de fraude financière. Elle s'assit, croisa les jambes et parla d'un ton doux mais calculateur, « Pourquoi gaspiller votre souffle à discuter? Je sais comment faire ouvrir ce coffre à Jonathan sans lever le petit doigt. La fille est la clé. Tant que nous l'aurons, Jonathan paiera tout ce qu'il faut. » Victoria resta silencieuse un instant, puis hocha la tête, ses yeux brillants de malice. Richard claqua la table, riant sombrement, « Très bien, ça a l'air amusant. Je m'occuperai des hommes, Melissa s'occupera de la planification, et toi, tu n'as qu'à jouer le rôle de la belle-mère abandonnée. » Les trois se regardèrent, pas besoin de plus de mots. Dans cette petite pièce suffocante, un complot venait de naître. Au même moment, au manoir d'Oak Ridge, Jonathan était assis en face de Sophia dans la salle à manger. Le dîner était plus simple que d'habitude, sans l'extravagance des repas quand Victoria était là. Sur la table, il n'y avait que des pâtes, une petite salade et un verre de lait. Jonathan essaya de créer une atmosphère détendue, mais ses yeux s'attardaient souvent sur le visage de sa fille. Sophia tenait sa fourchette, mangeant lentement. Au bout d'un moment, elle leva les yeux, sa voix prudente, « Papa, tu vas repartir en voyage d'affaires ?» Jonathan posa sa fourchette et serra doucement la main de sa fille. Il la regarda droit dans les yeux, sa voix lente mais ferme, « Non. Cette fois, je reste.
Je ne te laisserai plus seule. Sophia baissa la tête, serrant les lèvres. Puis soudain, elle sourit faiblement, un sourire fragile qui illumina encore la pièce silencieuse. Jonathan resserra sa prise sur sa main, une détermination montant en lui, plus forte que jamais. Dans le coin sombre d'un bar près du centre-ville, Richard il décrocha le téléphone, sa voix basse et calme, « Demain soir, nous commençons. » Au même moment, Jonathan regardait Sophia dormir paisiblement sur le canapé, complètement inconscient que la vraie tempête approchait silencieusement. Cette nuit-là, quand Sophia s'était endormie, Jonathan lui remit la couverture et se tint silencieux, son téléphone inactif, ses pensées ailleurs. Richard raccrocha son propre téléphone, tandis qu'ici, Jonathan ferma les rideaux plus étroitement. Le lendemain matin, la sonnette retentit. Jonathan posa sa tasse de café et alla ouvrir la porte. Devant lui se tenait une femme aux cheveux noirs soigneusement attachés, aux yeux calmes et un badge à la main. « Je suis la détective Maria Santos, division de la protection de l'enfance et des enquêtes criminelles », se présenta-t-elle brièvement, sa voix claire et régulière. « J'ai reçu des informations concernant des abus psychologiques et des menaces. Je souhaite entendre directement votre témoignage et celui de témoins, si possible. » Jonathan l'invita à entrer. Sophia était assise à table, tenant un crayon de couleur, jetant occasionnellement un coup d'œil à l'étrangère. Jonathan fit un récit concis de ce qui s'était passé, du divorce et des menaces que Victoria avait laissées avant de partir. Maria prenait des notes, levant occasionnellement les yeux pour demander des détails. Sa manière n'était jamais froide, mais mesurée, ce qui rassurait ceux qui étaient en face d'elle. Un second coup se fit entendre à la porte. Eleanor Brox entra, tenant une boîte de biscuits. Elle hésita légèrement en voyant la femme en civil mais portant un badge. Jonathan lui fit un signe de tête pour la rassurer. Maria l'invita à s'asseoir et ouvrit son carnet. Eleanor regarda d'abord Sophia, son regard chaleureux comme si elle demandait la permission, puis se tourna vers Maria et prit une profonde inspiration. « Je sais qu'elle est capable de faire quelque chose d'encore plus terrible. L'enfant, elle a besoin de protection. » Maria hocha la tête, son ton bas mais ferme, « Je ne permettrai pas que cela se reproduise, mais j'ai besoin de preuves solides. » Des enregistrements, des photos, d'autres voisins qui peuvent confirmer? Pouvez-vous m'aider à les contacter? Eleanor hocha immédiatement la tête. Je parlerai au parqueur de l'autre côté de la rue. Ils ont déjà vu la petite fille être forcée de s'agenouiller dehors dans la cour. Elle se tourna vers Jonathan, si nécessaire, je témoignerai. Sophia regardait les adultes parler, sa main continuant de bouger le crayon sur le papier. Elle dessina un ours blanc, puis ajouta deux longues ombres sombres se tenant derrière lui. Quand elle eut fini, elle apporta tranquillement la feuille de papier et la plaça devant Jonathan. « Papa, regarde. » Jonathan regarda le dessin. L'ours blanc se tenait debout, et devant lui se trouvaient deux figures floues et sombres. Un frisson lui parcourut l'échine. Il retint son souffle, posant une main sur l'épaule de sa fille, « Tu dessines magnifiquement. » Mais à l'intérieur, un malaise plus profond s'installa. Maria se pencha pour regarder, ne posant pas d'autres questions sur le tableau. Au lieu de cela, elle parla doucement à Sophia, « Peux-tu me montrer les endroits où tu t'assois habituellement pour étudier ou où tu ouvres les fenêtres? J'ai besoin de vérifier la sécurité à l'intérieur de la maison. » Sophia hocha la tête et guida Maria. Maria vérifia rapidement les serrures, les encadrements de fenêtres, les caméras du couloir. Elle nota les angles morts et demanda à Jonathan d'ajouter des serrures supplémentaires aux fenêtres de la chambre des enfants. Avant de partir, Maria se tint dans l'embrasure de la porte, donnant de courts rappels précis, « Mon téléphone est toujours allumé. Si vous remarquez le moindre signe inhabituel, appelez immédiatement. Ce soir, gardez l'arrière-cour bien éclairée. Je ferai passer les patrouilles plus souvent. » Le soir tomba. Jonathan appela un homme à tout faire pour installer des serrures supplémentaires aux fenêtres du deuxième étage. Sophia était assise à son bureau, faisant ses devoirs, son crayon glissant sur la page, s'arrêtant de temps en temps pour écouter le bruit de la perceuse dans le couloir. Eleanor fit un bref arrêt, apportant une liste de deux voisins prêts à témoigner. Jonathan la remercia et la plaça soigneusement dans le dossier. La nuit tomba et la maison devint silencieuse. Jonathan prépara un chocolat chaud, prévoyant de l'apporter à sa fille à l'étage. À l'étage, Sophia se penchait sur son devoir d'orthographe. Un léger clic retentit au cadre de la fenêtre. Elle leva les yeux.
La brise extérieure poussait légèrement le bord du rideau. Le loquet de la fenêtre semblait ne pas être complètement fermé. Sophia s'approcha, voulant le fermer, quand elle vit un morceau de papier plié posé bien en évidence sur son bureau, comme si quelqu'un l'avait glissé derrière le rideau et laissé tomber. Sa petite main hésita. Sophia regarda autour de la pièce, silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge. Elle se mordit la lèvre et l'ouvrit légèrement. Les lettres audacieuses étaient courtes et froides, « Ne perds pas la fille ou tu le regretteras ». La gorge de Sophia se serra. Elle posa le papier et recula, les yeux fixés sur le bureau, comme si elle craignait que les mots ne sautent et ne parlent tout haut. Elle ne savait pas si elle devait appeler ou rester silencieuse pour ne pas inquiéter son père. Elle inspira, toujours indécise, quand la porte de la chambre s'ouvrit. Jonathan apparut, tenant la tasse de chocolat chaud. Il sourit, mais ses yeux furent immédiatement attirés par la feuille de papier sur le bureau. Il posa la tasse, ramassa la note, la lut une fois, puis une nouvelle fois, comme refusant de croire ce qu'il voyait. Le sang quitta son visage. Jonathan releva brusquement la tête, regardant Sophia, puis le loquet de la fenêtre laissé entrouvert. Sa main écrasa le papier jusqu'à le froisser. Il se retourna et courut dans le couloir, sa voix appelant en bas des escaliers, tendue mais contrôlée, « Sophia, reste là. »« Éléanore, es-tu toujours là ? » ?»« Maria, j'ai besoin de toi ici tout de suite. » Jonathan serra le papier dans sa main, parlant au téléphone tout en descendant les escaliers. En moins de 20 minutes, la sonnette retentit. Maria Santos entra avec un homme en chemise sombre, sa stature solide, ses yeux vifs et observateurs. « Voici l'officier Kyle Bennett », présenta Maria brièvement, « mon partenaire, responsable du travail technique et de la surveillance. » Jonathan ne perdit pas de mots. Il lui tendit immédiatement le papier. Maria mit des gants, lut lentement, hocha la tête une fois, puis leva les yeux, ce n'est pas une menace en l'air. Ils ont déjà commencé le plan. Kyle s'approcha de la fenêtre du 2e étage, inspectant le loquet au bord du rideau, sa voix basse, il y a de faibles empreintes digitales, probablement laissées avec des gants. Le loquet est nouvellement installé, mais a déjà été manipulé. Ils connaissent cette maison. Jonathan versa du café, mais ses mains tremblaient. Il s'assit, la tasse chaude dans ses mains n'offrant aucun réconfort. Quoi qu'il veuille, je le donnerai, tant que Sophia est en sécurité. Maria secoua la tête, sa voix ferme mais calme, non, vous ne pouvez pas montrer de faiblesse. L'argent ne fera que les faire revenir. Nous allons tendre un piège pour les attraper une bonne fois pour toutes. Demain soir, vous suivrez le programme que j'ai organisé, et laissez-nous faire le reste, Jonathan. Jonathan la regarda droit dans les yeux, qu'avez-vous besoin que je fasse? Premièrement, allumez toutes les lumières de l'arrière-cour à une heure fixe, puis éteignez-les à exactement 23 heures pour créer un faux point aveugle, expliqua Maria, prenant des notes tout en pointant le diagramme de la maison que Kyle avait affiché sur la tablette. Deuxièmement, déplacez Sophia dans le bureau au lieu de sa chambre, mais laissez la lumière du couloir allumée à l'étage comme d'habitude. Troisièmement, fixez une alarme silencieuse à cette fenêtre. L'alarme avertira la voiture de patrouille sans faire de bruit à l'intérieur de la maison. Kyle ajouta, nous placerons des caméras cachées sur le porche arrière et dans le bac à fleurs. Si quelqu'un s'introduit, nous refermerons le piège en 30 secondes. Le bruit de petits pas toucha les escaliers. Sophia se tenait au bas de la marche, serrant son ours en peluche, les yeux écarquillés. Elle avait entendu quelques mots. Sa voix tremblante, « Papa, et s'il m'emporte ?» Jonathan s'approcha, s'agenouillant pour croiser son regard. Il serra Sophia dans ses bras, la tenant comme pour la protéger de toute tempête, « Personne ne te touchera tant que je serai là. » Maria s'approcha, baissant la voix, son sourire doux mais sérieux, « Sophia, j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose de petit. Demain soir, si tu entends ton père dire les mots aux lumières allumées, tu t'assoiras sur la chaise et tu compteras tes respirations avec lui, d'accord? 1, 2, 3, jusqu'à 10. Pendant que tu comptes, nous ferons notre part. » Sophia hocha la tête, respirant profondément en rythme avec Maria. Le visage de la petite fille était encore tendu, mais elle avait quelque chose à quoi se raccrocher maintenant. Jonathan regarda sa fille, son regard s'adoucissant, puis se durcissant de nouveau alors qu'il se tournait vers Maria, « Je suivrai chaque étape exactement. » Maria glissa le papier dans son dossier et donna une instruction rapide, « Ce soir, verrouillez 2 fois les fenêtres.
Ne les ouvrez pas à moins d'entendre le mot de passe. Tout bruit étrange, appelez-moi d'abord. Ne sortez pas seul. Kyle installa l'alarme silencieuse et vérifia les caméras. Avant de partir, Maria toucha légèrement l'épaule de Jonathan, comme pour lui faire une promesse, nous sommes tout prêts. Ne faites pas face à cela seul. La nuit tomba épaisse sur l'autre côté de la ville. Dans une pièce peinte en gris, Richard il étala une carte du quartier de Jonathan sur la table. Il fit glisser son doigt vers la porte arrière, sa bouche esquissant un léger sourire. Par ici. J'ai testé la serrure hier. À 23 heures, les lumières du couloir s'éteignent, l'arrière-cour est sombre, la clôture gauche est facile à escalader. Melissa Grant était assise en face de lui, son ordinateur portable ouvert, un écouteur dans l'oreille. Elle vérifiait des téléphones portables jetables et une nouvelle carte SIM. J'enverrai le message au bon moment. Un numéro, une demande. Il saura qu'il ne peut pas appeler la police. Tout est propre, aucune trace. Dans le coin de la pièce, Victoria était assise silencieusement, le dos appuyé contre la chaise, ses mains serrant une bague usée. La haine vacillait comme un feu dans ses yeux. Faites vite. Je ne veux pas voir son visage plus d'une minute. Richard jeta un coup d'œil, son sourire sec, calmez-vous, madame. Votre argent sera dans votre poche. Quant à plus d'une minute, laissez-moi faire. Melissa ferma son ordinateur portable et se leva, sa voix douce mais glaçante, la route de sortie est prête. Voiture garée derrière l'ancienne rangée d'entrepôts. Chacun de nous a une tâche, pas d'improvisation. Richard resserra sa prise sur le couteau pliant, puis le rejeta sur la table, une habitude nerveuse, mais sa voix fut nette, finale, dépouillée de tout ornement, demain soir, la fille sera à nous. Il était 22h55. Jonathan enfila son manteau, embrassa Sophia sur le front, puis appuya sur le verrou de la voiture à l'extérieur dans la cour, faisant délibérément un bruit fort. Il sortit par la porte d'entrée comme prévu, fit un lent cercle, puis tourna dans l'allée arrière, où l'officier Kyle Bennett l'attendait déjà. Jonathan revint par l'entrée latérale, entrant discrètement dans le bureau du rez-de-chaussée. Sophia était déjà assise dans le fauteuil, serrant son ours en peluche, les yeux fixés sur son père. Dans le couloir, les lumières de l'étage restaient allumées comme d'habitude. Dans l'obscurité du jardin arrière, la détective Maria Santos fit signe à l'équipe d'embuscade de se déployer. À côté d'elle se tenait le sergent David Shaw, le chef de l'équipe d'arrestation, de solide constitution, sa voix brève et calme, maintenez vos positions. Attendez le signal. Kyle vérifia une dernière fois la caméra cachée dans le parterre de fleurs et l'alarme silencieuse réglée près de la fenêtre de l'ancienne salle de classe. Jonathan s'assit, rapprochant la chaise de sa fille. Il murmura, sa main posée sur son dos pour réguler sa respiration, tout ce que tu as à faire, c'est me faire confiance. Sophia hocha très légèrement la tête. Papa, j'ai peur. Et moi non, dit-il lentement, parce que je suis là avec toi. Le portail latéral émit un léger grincement. Une ombre glissa sur la clôture, puis une seconde. Maria fit un signe de tête à chaud. À l'intérieur, Sophia entendit le vent s'engouffrer par une fissure. Elle serra plus fort les oreilles de son ours en peluche. Jonathan lui toucha doucement l'épaule. Lumières allumées. Sophia commença à compter silencieusement dans sa tête, comme il l'avait pratiqué, chaque respiration régulière et lente. À la porte arrière, la serrure cliqua. La porte s'ouvrit juste assez pour que Richard et il s'y glissent en premier. Melissa Grant suivit de près, son parfum piquant dans l'air. Victoria Blake vint un demi-battement plus tard, la capuche baissée, les yeux brillants d'une amertume malveillante. Melissa murmura, dépêchez-vous, avant qu'il ne revienne. Victoria se pencha, sa voix sifflant à travers des dents serrées, cet enfant, elle va payer. Ils se glissèrent le long du couloir arrière comme des ombres, glissant sur le sol. Richard s'arrêta au seuil du bureau, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Dans la chaude lueur jaune de la lampe de bureau, tout ce qu'il pouvait voir était le petit dos de Sophia et la silhouette de son père penché sur elle. Il leva la main pour signaler, 3 pas, 2, 1. Juste au moment où les doigts de Richard effleurèrent le bord de la chaise, Jonathan releva brusquement la tête. Il serra Sophia fermement dans ses bras tout en appuyant sur le bouton caché sous la table. Les lumières de toute la maison s'allumèrent d'un coup, comme en plein jour. La voix de Maria tonna depuis le porche arrière, police.
Ne bougez pas. Au même moment, l'alarme silencieuse déclencha le signal. L'équipe de Shaw prit d'assaut la porte arrière, et 2 autres policiers flanquèrent le couloir latéral. Richard recula en chancelant, mais il était déjà trop tard. Kyle le plaqua au sol, les menottes se refermant sur ses poignets avec un claquement métallique. Melissa recula vers la cuisine, sa main fouillant dans son sac, mais une policière lui barra le chemin, sa voix nette et autoritaire, « Lâchez ça !» La deuxième paire de menottes claqua. Victoria resta figée 2 secondes, puis se rua vers la fenêtre entr'ouverte comme pour s'échapper. Maria l'attendait déjà, la frappant au bras et la plaquant contre le mur. « C'est fini, Victoria !» Sophia tremblait de manière incontrôlable, le compte dans sa tête s'effondrant. Jonathan la serra plus fort, se penchant pour protéger presque tout son corps avec le sien. « C'est fini, ma chérie. Tu as si bien fait. » Sa respiration haletante se calma lentement, ses petites mains agrippant le tissu du costume de son père. Richard fut tiré sur ses pieds, son visage tordu de fureur, ses yeux coupant vers Victoria comme pour lui imputer tout le blâme. Melissa se mordit la lèvre, évitant le regard perçant de Maria. Victoria tourna la tête, sa capuche glissant en arrière pour révéler un visage déformé par la rage. Elle hurla, sa voix déchirant l'air, « Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. » Les menottes se resserrèrent. Les lumières des patrouilles balayèrent la route. Richard, Melissa et Victoria furent escortés hors du manoir, tandis que Jonathan se tenait sur le porche, serrant Sophia contre sa poitrine jusqu'à ce que le son des sirènes s'estompe. Le lendemain matin, les dossiers de l'affaire furent transférés au procureur. Quelques jours plus tard, le tribunal fixa la date du procès au tribunal de la famille de Manhattan. Les lumières de la salle d'audience étaient vives. À droite se trouvait la table du procureur, à gauche, le banc des accusés. Sur l'estrade, la juge Patricia Coleman apparut, âgée d'environ 60 ans, le dos droit avec une voix claire, connue pour son intégrité. Elle scruta la salle, frappa légèrement le marteau, « Commençons ». La détective Maria Santos présenta en premier. Elle se tint droite, dossier ouvert, sa voix calme mais ferme. Maria raconta le processus d'enquête, la mise en place du piège, le placement des caméras, l'alarme silencieuse. Puis, elle appuya sur lecture d'un enregistrement pris d'un téléphone portable prépayé utilisé par Richard. À travers les haut-parleurs, sa voix était rauque et brusque, 11 heures, porte arrière. La fille et la clé. Toute la salle d'audience se tut. Maria ferma l'appareil et ajouta, « Nous avons récupéré des gants, des outils de crochetage et un plan d'évasion. L'intention d'extorsion est indéniable. » Vint ensuite Eleanor Brox. Elle monta à la barre des témoins, un mouchoir à la main, prit une profonde inspiration, puis regarda Sophia, assise à côté de Jonathan. Sa voix trembla mais ne se brisa pas. « J'ai vu Victoria laisser la petite fille dehors dans le froid de nombreuses fois. Un jour, l'enfant a dû s'agenouiller longtemps juste parce qu'elle avait renversé de l'eau. Je suis restée silencieuse trop longtemps, craignant de ne pas avoir de preuves solides. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. » Elle remit au greffier 2 déclarations écrites des foyers Parker et Diaz, voisins. La juge Coleman hocha la tête, les accepta et prit rapidement des notes. L'avocat de la défense tenta d'intervenir, interrogeant sur la distance de vision, sur l'éclairage la nuit, mais Eleanor répondit clairement. Maria compléta avec les horaires des patrouilles et des images de caméras de quartier qui correspondaient au récit. La chaîne de preuves se resserra maillon par maillon. Jonathan fut appelé. Il se leva, sa main toujours posée sur l'épaule de sa fille, comme une nouvelle habitude, puis se dirigea vers la barre. Il fit un récit concis du jour de la signature du divorce, des menaces de Victoria, de la note anonyme laissée dans la chambre de Sophia. Lorsque le procureur posa la question, Jonathan regarda directement Victoria, sa voix baissant, « J'ai essayé de croire en une famille paisible, mais ce que vous avez fait à ma fille n'a jamais été de la discipline. » Il marqua un instant de pause, puis prononça chaque mot distinctement, « Vous n'avez jamais été une mère et vous ne le serez jamais. » Victoria se pencha en arrière sur sa chaise, laissant échapper un rire sec, ses lèvres rouges tressautant légèrement. « Tu regretteras de m'avoir tourné le dos. Tu n'as aucune idée à qui tu viens de t'attaquer. » Ses yeux balayèrent rapidement les spectateurs, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, mais elle ne trouva rien d'autre que des regards froids. Les mots de clôture du procureur furent brefs, complot d'extorsion, entrée illégale, mise en danger de la sécurité d'un mineur, le tout organisé et avec une voie d'évasion préparée.
La défense divagua sur des motifs impulsifs, sur le fait qu'aucun mal n'avait encore été fait, mais les preuves matérielles étaient déjà sur la table. L'air sembla retenir son souffle, attendant le son du marteau. La juge Coleman ajusta ses lunettes et rendit le verdict, sa voix non pas forte mais ferme. Ce tribunal déclare les accusés Victoria Blake, Richard Hill et Melissa Grant coupables de complot d'enlèvement en vue d'extorsion, d'entrée illégale et de mise en danger d'un enfant. Sur la base des preuves et des témoignages concordants, le tribunal déclare par la présente, elle fit une pause un instant, jeta un coup d'œil aux accusés, puis abattit son marteau, coupable. Condamné à plusieurs années de prison conformément aux directives de détermination de la peine pour chaque accusé. Une ordonnance de protection à long terme est accordée pour Sophia Miller. La séance est levée. Le marteau frappa, net et définitif. Les agents du tribunal escortèrent les 3 accusés par la porte arrière. Richard baissa les yeux, Melissa garda la tête baissée, tandis que Victoria se retournait, son regard toujours plein de ressentiment, mais sans rien à quoi se raccrocher. Jonathan retourna à sa place. Sophia se leva, serrant la main de son père. Son visage montrait encore des traces de tension après la longue attente, mais ses yeux n'étaient plus aussi perdus. Elle leva les yeux et murmura, sa voix si douce qu'elle semblait craindre de briser quelque chose de fragile, « Papa, sommes-nous vraiment une famille maintenant ?» Jonathan se pencha, pressant doucement son front contre le sien. Il ferma les yeux, prenant une longue inspiration, comme pour rassembler tout ce qui venait de se passer, les enregistrements, les témoignages, l'écho du marteau, et les petites mains qui avaient maintenant besoin d'une nouvelle promesse. Sa gorge se serra. Il ouvrit la bouche, mais les mots n'avaient pas encore trouvé leur chemin. Le son du marteau résonnait encore dans sa mémoire quand Jonathan se pencha, pressant son front contre celui de sa fille. Il ne parla pas tout de suite, il tint seulement la main de Sophia fermement et la guida hors de la salle d'audience, chaque pas lent mais régulier. Dans le couloir, il se pencha et murmura, sa voix plus stable après un si long silence, « Papa t'a entendu, ma chérie. À partir d'aujourd'hui, je répondrai par des actes. » Quelques mois plus tard, l'emploi du temps de Jonathan s'allégea. Il confia davantage de projets à ses associés, conduisit personnellement Sophia à l'école, rentra à la maison à l'heure pour le dîner, et le soir s'assit à ses côtés, lisant des livres. Ce matin-là, père et fille se rendirent à leur séance de thérapie prévue avec le docteur Léa Simons. Elle avait une 40aine d'années, psychologue pour enfants, sa voix chaleureuse et son regard stable procuraient un sentiment de sécurité à ceux qui se trouvaient devant elle. La salle de thérapie était simple, avec une étagère de crayons de couleur et quelques carnets. Le docteur Léa s'assit en face de Sophia, son sourire doux. « Aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer de raconter ton histoire par écrit? Ça n'a pas besoin d'être parfait, juste honnête. » Elle fit glisser un carnet à couverture bleue vers la jeune fille. Sophia tint le stylo, jeta un coup d'œil à son père. Jonathan fit un petit signe de tête. Elle baissa la tête, écrivant lentement, s'arrêtant quelquefois pour prendre de profondes respirations. Au bout d'un moment, elle poussa le carnet vers le docteur Léa. Sur la page, d'une écriture nette, étaient les mots « Je n'ai plus peur ». Le docteur Léa regarda Jonathan, puis Sophia, ses yeux s'adoucissant visiblement. « Merci, ma chérie. » Cette phrase est puissante. Elle se tourna vers Jonathan, « Vous faites ce qu'il faut. Les enfants font confiance au rythme de la cohérence. Être ramassés tous les jours, manger ensemble, entendre la vérité. Continuez comme ça. » Sur le chemin du retour en voiture, Sophia serrait le carnet contre sa poitrine. Elle se tourna vers son père, « Tu penses que j'ai fait des fautes d'orthographe ?» Jonathan sourit et secoua la tête, pas un seul mot n'était faux. Elle laissa échapper un petit rire, clair et bref, mais suffisamment lumineux pour éclairer toute la voiture. Cet après-midi-là, la sonnette retentit. Eleanor Brox entra, portant un plateau de biscuits au beurre. L'odeur chaleureuse emplit le salon dès qu'elle entra. Sophia courut vers elle et la serra dans ses bras. « Tu arrives juste à temps pour remplir un grand espace vide à notre table de dîner. » Taquina Jonathan doucement. Eleanor rit, les regardant tous les deux, les yeux humides mais joyeux. Ce genre d'espace vide n'a besoin que de farine et d'amour pour être rempli. Ils s'assirent ensemble, mangeant des biscuits tout en dessinant. Sophia prit un stylo et esquissa un ours blanc, cette fois-ci debout au milieu d'une porte ouverte, avec une lumière dorée brillant à l'extérieur. Eleanor pencha la tête, « Ton ours a l'air plus fort. » Sophia hocha la tête,
souriant, parce qu'il a une maison. La nuit, le repas simple semblait chaleureux, n'étant plus étouffé par le silence. Jonathan versa la sauce sur la nourriture de sa fille, versa le lait de ses propres mains, puis s'assit à ses côtés, au lieu de rester scotché à son téléphone comme avant. Sophia tendit la main vers l'ours en peluche sur la chaise et le plaça sur la table, sérieuse comme si elle mettait une place pour un membre de la famille. Elle leva les yeux brillants, « Notre famille est complète maintenant, papa. » Jonathan la regarda longtemps. À ce moment-là, tous les jours de course après le travail, les nuits de retour tardif, la confiance mal placée en un autre adulte, se rejoignirent en une résolution tranquille. Il passa son bras autour de sa fille, sa voix basse mais stable, « Je serai là, et je ne te quitterai jamais. » Après le dîner, ils sortirent tous les deux sur le porche, la lumière jaune se répandant doucement sur les marches. Une brise passagère fit tinter le carillon dans une douce mélodie. Jonathan ouvrit le carnet à couverture bleue et le posa sur les genoux de Sophia. « Tu veux écrire autre chose ?» Elle secoua la tête, serrant l'ours en peluche contre sa poitrine, reposant sa tête sur son épaule, « J'ai assez écrit. » Un peu plus tard, Eleanor se leva pour dire au revoir. Elle s'arrêta à la porte, se retourna pour regarder le père et la fille, et sourit comme si elle déposait une lourde pierre. « Il fait si doux ce soir. » Jonathan hocha la tête, « Merci d'avoir été là tout ce temps. » Elle agita la main, « Quand les adultes se tiennent là où ils devraient, les enfants retrouvent toujours le chemin de la maison. » La porte se referma. La maison retomba dans le silence. Jonathan regarda Sophia et parla doucement, comme s'il se promettait à lui-même, « Demain, nous planterons un autre pot de fleurs sur le porche. Notre maison a besoin de plus de verdure. » Sophia hocha la tête, les yeux pétillants, « Je veux des marguerites blanches. » Avant d'aller dormir, Jonathan tira la couverture sur elle, éteignit la lampe de chevet, et resta un peu plus longtemps. Sophia se tourna sur le côté et murmura, comme si elle craignait de briser la paix qu'il venait de construire, « J'ai déjà de la lumière maintenant, papa. » Jonathan sourit, posant sa main sur son front, « Garde-la. Et si jamais elle faiblit, je la rallumerai. » Au pied du lit, l'ours en peluche était assis droit, ses yeux ronds et noirs reflétant une faible lueur de la lampe. Dehors, la ville rugissait encore, mais à l'intérieur de cette maison, le rythme de la respiration était régulier. Une famille apprenait lentement à être à nouveau ensemble, claire, délibérée et entière. 3 ans plus tard, par un frais matin d'automne à Oak Ridge, la fenêtre de la cuisine était légèrement ouverte. La légère odeur de beurre brûlé se mêlait à l'arôme du café. Jonathan retourna la crêpe juste à temps pour qu'elle ne brûle pas, puis la posa sur une assiette et versa un peu de sirop dessus. Sophia, maintenant âgée de 9 ans, les cheveux soigneusement attachés, une étiquette nominative épinglée à son pull pour l'exposition d'art de l'école, était assise à table, peignant les dernières touches sur une petite toile. Un ours blanc apparut dans le coin de la cour, derrière lui une porte ouverte, et à l'intérieur, une table à manger avec 2 personnes assises l'une en face de l'autre. Elle s'arrêta, pencha la tête pour étudier le tableau, puis sourit à elle-même. Jonathan posa l'assiette. « Une œuvre sur le thème de la famille ?» Sophia hocha la tête, « J'ai changé le titre. Maintenant, c'est la porte avec la lumière allumée. » « C'est magnifique, » dit Jonathan, tirant une chaise à côté d'elle. Il avait gardé l'habitude de lui demander chaque détail de sa journée, du cours d'art au devoir de lecture. Son emploi du temps était devenu régulier, le matin, il la conduisait à l'école, de rapides réunions à midi, il rentrait tôt pour préparer le dîner, les soirées étaient consacrées à la lecture, les week-ends au bénévolat au centre communautaire. La fondation Lighthouse qu'il avait créée 3 ans plus tôt organisait désormais des cours de sécurité pour enfants, des ateliers parentaux et une ligne d'écoute gratuite. Maria donnait occasionnellement des cours, Eleanor gérait la table de pâtisserie à chaque événement, et le docteur Léa dirigeait le groupe d'art-thérapie le jeudi. La sonnette retentit. Le facteur lui tendit une épaisse enveloppe estampillée par le département des services correctionnels. Jonathan se tenait sur le porche, ses doigts se resserrant autour du bord du papier. C'était quelque chose qu'il savait devoir arriver, pourtant chaque fois qu'il l'ouvrait, c'était comme toucher une vieille cicatrice. Il inspira profondément, l'ouvrit en déchirant, et parcourut rapidement un avis d'examen d'impact sur la victime avant l'audience de libération conditionnelle prévue pour l'un des 3 condamnés. Rien de surprenant, juste une autre partie du processus juridique. Pourtant, sa poitrine se serra un instant. Sophia apparut à la porte, tenant son tableau, ses yeux allant de la lettre à son père.
Qu'est-ce que c'est? Jonathan ne le cacha pas. Un avis du tribunal. Ils veulent entendre les personnes qui ont été affectées. J'irai avec mademoiselle Maria. Tu n'as pas à t'inquiéter. Elle posa le tableau, réfléchit un instant, puis demanda doucement, non pas avec la peur des années passées, mais avec l'honnêteté d'une enfant qui avait appris à s'exprimer, « Tu es fatigué, papa ?» Jonathan esquissa un léger sourire, « Oui, mais même fatigué, j'irai. Parce que j'y vais pour fermer certaines portes et en ouvrir d'autres. » Il tapota légèrement le bord de la lettre, puis la plia, « Et j'y vais pour leur dire que notre maison garde toujours sa lumière allumée. » L'exposition d'art scolaire était animée par la musique des enfants et des éclats de rire. Sophia plaça son tableau sur le chevalet et attacha son étiquette nominative à côté. Éléanore arriva tôt, portant un panier de biscuits. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le tableau. Une porte ouverte comme celle-ci signifie que la lumière est la bienvenue à l'intérieur. Puis elle posa son plat à proximité et murmura, comme un secret partagé, « Je vais mettre une assiette de biscuits sous les projecteurs. » Les biscuits ont aussi besoin d'un peu de lumière. Le docteur Léa s'arrêta également. Elle portait un cardigan et un badge indiquant « bénévole ». Elle se pencha à la hauteur des yeux de Sophia, « Te souviens-tu de la phrase que tu as écrite la dernière fois ?»« Je n'ai plus peur », répondit Sophia, sa voix plus stable qu'il y a 3 ans. « Exact. Et si un jour tu ressens à nouveau un peu de peur, que feras-tu ? » « Je le dis à papa. Je respire avec toi. Je dessine une autre porte. » Tous 3 rirent ensemble. Le docteur Léa toucha doucement l'épaule de la jeune fille, « Très bien. » Une petite fille, âgée d'environ 6 ans, fixait le tableau de Sophia. Sa mère était au bureau d'inscription, tenant un dépliant de la fondation Lighthouse. La fille montra l'ours blanc. Sophia se pencha, « Tu aimes les ours ?» L'enfant hocha la tête. « Je viens d'arriver ici. Je n'ai rien apporté. » Les mots simples portaient un poids que Sophia comprit instantanément. Elle jeta un coup d'œil à son propre ours en peluche, rangé dans son sac à dos, une oreille usée, la petite couture d'Éléanore encore visible. Sophia ouvrit le sac, serra l'ours une seconde, puis le plaça dans les mains de l'autre fille. « Il s'appelle Milo, » dit Sophia, « il connaît le chemin de la maison, mais il aime rester avec quelqu'un qui a besoin de lui. » La fille serra l'ours fort, les yeux brillants. « Je m'appelle Mia. » Jonathan se tenait à quelques pas, observant sans intervenir. Certains moments étaient mieux laissés à grandir en silence. Il se contenta de lever son téléphone pour prendre une photo, puis le glissa dans sa poche, comme pour y ranger un fragment de temps. L'après-midi suivant, Jonathan et Maria se rendirent au tribunal. Ce n'était pas un procès, juste une séance d'examen dans une salle plus petite avec une lumière plus douce. La conseillère coordinatrice, Janet Reed, environ 50 ans, était spécialisée dans le travail avec les familles de victimes. Elle expliqua les procédures, comment les déclarations seraient enregistrées. Son ton calme et chaleureux rendait la pièce tendue moins étouffante. Maria posa sa main sur le dossier de l'affaire. « Quand vous êtes prêt, parlez simplement comme vous le feriez à la maison avec votre fille. » Jonathan regarda la feuille de notes devant lui, quelques lignes gribouillées, mais quand il ouvrit la bouche, il ne lut pas. Il parla de la nuit où les lumières s'étaient allumées, de la note menaçante, de la main de l'enfant agrippant la sienne alors qu'il comptait les respirations. Il ne nomma personne, n'accusa personne. Il parla seulement de ce qui avait été enlevé et de ce que sa famille avait fait pour se reconstruire. Il termina par une courte phrase, « Notre maison garde toujours ses lumières allumées, et elle continuera de briller. J'espère que le système judiciaire brillera suffisamment pour s'assurer qu'aucun enfant ne traverse plus jamais cela. » La conseillère Janet prit des notes, hocha la tête, « Merci. Vos mots feront partie du dossier. » En quittant le palais de justice, Maria glissa ses mains dans les poches de son manteau, sa respiration se transformant en de minces nuages dans l'air frais. « Vous avez été concis et clair. » « Bien. » Puis elle inclina la tête, plissant les yeux dans une taquinerie enjouée, « Ce soir, ne travaillez pas. Vous avez déjà une maison avec les lumières allumées, d'accord ?» Jonathan répondit, mi-souriant, mi-soulagé. Ce soir-là, la lumière du porche brillait chaleureusement. Éléanore déposa des pâtisseries fraîchement cuites sur la table, riant en remarquant que Sophia ne lui tendait pas l'ours pour la câliner comme d'habitude. La jeune fille expliqua à propos de Mia, « Je le lui ai prêté, mais je pense que Milo veut peut-être rester avec elle plus longtemps.
Éléanore regarda Jonathan, puis Sophia. Alors je t'aiderai à coudre un nouveau manteau pour Milo à envoyer à Mia. Avec ton vieux tissu à fleurs bleues? Demanda Sophia, les yeux s'illuminant. Oui, parce que les choses qui nous ont un jour gardés en sécurité continueront de protéger les autres. Jonathan s'assit, rapprochant sa chaise. Demain, nous apporterons le nouveau manteau de Milo et un panier de pâtisserie. Mais ce soir, il versa du lait et le posa devant sa fille. Ce soir, nous aurons une petite célébration pour une nouvelle porte. Sophia croqua dans une pâtisserie, fronçant les sourcils pensivement comme si elle choisissait ses mots. Une porte a de la lumière des deux côtés, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Elle leva les yeux vers son père. Je crois que notre maison sait déjà comment garder les lumières allumées. Jonathan rit, hochant la tête, tu l'as mieux dit que moi. La nuit s'installa après le départ d'Éléanore. Jonathan et Sophia s'assirent sur le porche. La brise était douce, les carillons éoliens tintent doucement. Sophia posa sa tête sur l'épaule de son père. Tu t'inquiètes toujours pour le tribunal? Oui, admit Jonathan, je m'inquiète, mais je n'ai pas peur parce que la peur est ténèbre, et l'inquiétude signifie toujours que la lumière peut rester allumée. Alors je m'inquiéterai avec toi, juste un peu. Jonathan posa sa main sur son front, juste un peu. À l'intérieur de la maison, le carnet à couverture bleue était ouvert. Sophia prit un stylo et ajouta une ligne sous ses anciens mots, je n'ai plus peur. Et si la peur revient un jour, j'allumerai la lumière. Elle posa le stylo, souffla doucement pour sécher l'encre, puis tendit le carnet à son père. Jonathan lut, ses yeux s'adoucissant d'une chaleur tranquille. Cette phrase restera avec nous longtemps. Comme Milo, dit Sophia, puis se corrigea, comme Mia. Ils éteignirent la lumière du porche, mais les lumières à l'intérieur de la maison restèrent vives. Près de la porte, le tableau, la porte avec les lumières allumées, venait d'être accroché, encadré de bois que Jonathan avait construit le week-end précédent. Dans le tableau, le petit ours blanc portait maintenant une écharpe bleue. Dans le coin inférieur droit, Sophia signa son nom, ajoutant un minuscule point. 3 ans passèrent, et ce petit point devint peut-être un rappel, nous avons traversé l'obscurité sans perdre le chemin de la maison. Et chaque nuit, si quelque chose pesait sur le cœur, on pouvait toujours faire quelque chose de simple, allumer la lumière, verser le lait, s'appeler par son nom, puis murmurer comme une nouvelle habitude apprise. L'histoire se termine par la lumière de l'amour, mais elle ouvre aussi une leçon que chacun de nous doit se rappeler, les méchants seront finalement punis, et les bons seront toujours récompensés. Victoria, Richard et Melissa ont payé le prix de leur cupidité et de leur cruauté, tandis que Sophia a finalement trouvé un véritable foyer avec un père qui s'est éveillé à ses responsabilités et a osé protéger sa fille avec tout son amour. C'est le noble message que Story for At veut partager avec vous. Rien n'est plus fort que l'amour, et rien n'est plus inébranlable que la justice. Peu importe la durée de l'obscurité, la lumière apparaîtra toujours à la fin pour réchauffer les cœurs des petits et des fragiles. Et maintenant, je veux vous entendre, notre cher public de Story for At. Si vous étiez à la place de Sophia, auriez-vous le courage de croire en la lumière à venir? Et si vous étiez Jonathan, oseriez-vous laisser de côté le travail pour embrasser pleinement le rôle de père? Que pensez-vous de la fin de Victoria? A-t-elle mérité ce qu'elle a reçu pour tout ce qu'elle a fait? Et croyez-vous que tant que nous choisissons l'amour, le bonheur nous reviendra toujours, quelles que soient les douleurs que nous avons endurées? Enfin, puis-je vous demander quelque chose? Où écoutez-vous cette histoire en ce moment? Êtes-vous à la maison ou sur le chemin du retour du travail? J'espère que vous ressentez de la chaleur dans votre cœur et que vous gagnez une nouvelle fois après nous avoir accompagnés à travers l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin avec Story for At. Veuillez laisser vos réflexions dans les commentaires, car vos mots sont la source de motivation pour nous de continuer à vous apporter encore plus d'histoires qui touchent le cœur.